absolument nécessaire pour moi aujourd'hui de perdre du temps. Donc je vais perdre du temps avec vous, vous allez perdre du temps avec moi. Dans une question, une problématique, on a très vite tendance à sauter sur la question de l'action, du que faire. Et il m'est arrivé, après quelques années de réflexion sur la crise de la biodiversité, sur la question écologique, d'arriver à cette conclusion qu'on va très vite sur la question des solutions et de l'action, en n'ayant pas suffisamment perdu de temps à définir le diagnostic, comprendre les termes du problème qui se pose lorsqu'on parle de la crise de la nature. Donc je vais répondre à une première question pour qu'on évite de me la poser, c'est quelles sont tes solutions? En fait, il n'y a juste pas de solution parce qu'il n'y a pas de programme général. Qu'est-ce que c'est que cette histoire étrange d'imaginer une solution à un problème tel que la crise de la nature? Ça n'a pas tellement de sens. Ça supposerait qu'il y a un problème unifié qu'on a été capable d'identifier et qu'il y a comme une possibilité d'agir au niveau général sur cette question-là. Bien sûr, il y a la possibilité de s'engager sur des actions situées. Ça va être mon premier point, c'est que tout à fait, lorsque on est sur telle problématique, dans telle commune, dans tel périmètre, sur telle menace, sur tel problème, là oui, l'engagement est possible. Mais au fond, parler d'une solution à la crise de la nature n'a pas beaucoup de sens. Donc je vais mettre entre parenthèses cette question de l'action possible sur la question de la crise de la biodiversité pour revenir sur plutôt les réflexions sur la façon dont on peut la cerner, la définir ou la problématiser. Alors je sors directement du laboratoire et j'ai décidé plutôt de vous livrer quelques grands chantiers de recherche qu'on effectue aujourd'hui dans ce laboratoire de recherche sur les causes et les conséquences de la crise de la biodiversité, comme trois moments ou trois axes qui nous intéressent plus particulièrement. Et n'étant pas professeur, j'ai la possibilité de partager avec vous ce que j'ignore. C'est surtout des choses qui sont des questionnements et des étonnements sur un certain nombre de questions qui se posent, et non pas un savoir, vous voyez, certain, surplombant, qui permettrait d'expliquer quelque chose d'aussi complexe que la crise de la biodiversité. On a besoin de perdre du temps, on a besoin de prendre du temps, et on a besoin de beaucoup de modestie pour aborder cette question-là. Mais si je pouvais définir trois axes donc, qui sont intéressants dans les laboratoires qui s'occupent de la question de l'état et du rapport de l'homme à la nature dans cette crise écologique, l'image qui m'est venue pour essayer de la résumer en venant à Moggio, c'est celle d'une embarcation. Donc je vous propose de faire un petit tour avec moi sur les étangs de Moggio en prenant le temps de définir trois moments. Le premier, c'est le temps du pilotage, de la promesse. Donc je vais essayer de définir ce moment-là. Il va y avoir le moment du naufrage sur cette petite embarcation, et il va y avoir, qui sera donc le temps de la désillusion, et puis il va y avoir un moment qui sera ce qui m'intéresse le plus en ce moment, le moment de la reconstruction ou du changement d'embarcation. Donc voilà trois moments un peu qui vont structurer mon intervention, qui en fait reprennent trois axes de recherche contemporaine sur la question du rapport de l'homme à la nature et de cette notion de crise écologique. Donc le premier temps, c'est celui du pilotage. Au fond, ça consiste à réfléchir, donc ça c'est un axe de recherche, c'est des questionnements un peu vifs aujourd'hui, sur l'héritage culturel qui détermine la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et cet héritage, lorsqu'on s'y intéresse, alors on peut le faire remonter plus ou moins loin, mais on tombe assez rapidement sur une forme de divorce absolument profond, intéressant qui se passe au niveau de l'émergence de la science moderne, de ce qu'on appelle l'âge moderne, qui fait émerger ce dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, à savoir d'une conception de la nature qui peut se décrire, ce que les anthropologues décrivent comme un naturalisme rationnel, c'est-à-dire que l'on considère la nature comme un ensemble de choses juxtaposées que l'on peut étudier, que l'on doit étudier comme telles, et on a coutume de caractériser ce rapport tout à fait particulier, dont il est difficile de s'extraire, parce que nous sommes pétris de cette vision-là du monde, avec des penseurs qui ont été déterminants dans cette façon d'envisager la nature. L'un d'eux est évidemment René Descartes, qui a des phrases absolument croustillantes comme « Quel dommage que nous ayons un corps ».
voyez, c'est cette idée que la possibilité même de s'extraire de la contingence du corps, cette substance extensive qui nous habite, eh bien, est quelque chose dont on doit s'affranchir. On dira par exemple, il n'y a pas, lorsque je pense au corps, il n'y a pas une de ces parties que je ne puisse aisément mettre en pièces par ma pensée. Que mon esprit ne divise fort facilement en plusieurs parties et par conséquent que je ne connaisse comme étant être indivisible. Donc d'emblée, la question du corps et de la matière, de la substance, se pense pour Descartes comme quelque chose qui doit être divisible, qui doit se penser comme étant divisible. Évidemment, il y a d'autres penseurs qui participent à cette façon d'envisager le naturalisme, c'est-à-dire cette conception de la nature comme étant une somme de choses sur laquelle on peut avoir donc une action. Notamment un des inventeurs de la science moderne, comme Francis Bacon, qui considère que la science, savoir, c'est pouvoir. On doit s'affranchir d'une certaine science contemplative pour entrer dans une science opérationnelle. Et Francis Bacon nous donne un programme d'études de la nature qui soit une maîtrise de la nature et une forme de domination de la nature. On a dans les sciences physiques Kepler qui nous dit la seule différence entre l'homme et Dieu, au fond, c'est que Dieu connaît tous les théorèmes et que l'homme ne les connaît pas encore. Il y a cette idée que, en s'affranchissant évidemment du poids de l'autorité divine, on a un nouveau programme qui s'offre à nous, qui est de se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et ça nous donne un héritage extrêmement lourd. Il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou c'est mal. Il s'agit de voir que ce socle extrêmement épais eh bien, détermine, ou en tout cas prédélimite les rapports possibles de la nature, y compris lorsqu'il s'agit des actions situées, de s'engager dans une action concrète, donc de ne pas avoir une action au niveau de la terre en général, mais de bien s'engager sur une problématique, un endroit en particulier. La façon dont on va traiter la nature, eh bien, et la figure qui vient est celle d'un pilote aux commandes d'un navire. Il s'agit donc de dominer, de maîtriser, d'organiser, de rationaliser. Au passage, pour un certain nombre d'anthropologues, cette façon de voir le rapport de l'homme à la nature, ce naturalisme rationnel, comme l'a étudié notamment Philippe Descola, est une exception. C'est quelque chose qui est assez particulier et qui relève d'une pensée occidentale. On a d'autres formes de rapport possibles à la nature. On a tendance à penser que c'est la seule vision possible, au fond, alors que nous sommes pétris de cet héritage culturel très spécifique. Donc cette nature est un ensemble de choses qui opèrent des liens, mais la vision qui vient de ce pilotage du navire et qu'on se demande ce dont la nature a besoin. Nous sommes les assistants d'une nature qui est là, qu'on peut maîtriser, et de fait, c'est ce qu'on fait. Hein. On la modifie, on la maîtrise. Elle n'est pas conçue comme active, mais comme réactive. On est capable d'avoir cette espèce de maîtrise de la nature parce que dès le départ, nous la concevons comme un ensemble de choses juxtaposées. Exemple, sur la question du changement climatique, donc je reviendrai là-dessus, on imagine possible de penser quelque chose comme l'ajustement à 2 degrés, comme s'il y avait quelqu'un capable de tourner un thermostat de la Terre. C'est quand même extraordinaire de penser une chose pareille. Ça suppose une abstraction extrême de ce que c'est que la nature, de ce que c'est que notre action sur elle, une espèce de globalité complètement insignifiante. Et néanmoins, on continue à une échelle globale comme à l'échelle locale de répliquer ce naturalisme rationnel qui consiste à penser qu'on a une action directe sur la nature qui est seulement réactive et non pas active. Alors c'est un champ de recherche qui est passionnant parce que, si vous voulez, il nous renvoie à notre propre socle culturel, à notre fond de pensée commune. Il nous invite à aller voir d'autres types de pensées qui ne sont pas forcément naturalistes, mais plutôt totémistes, analogistes. Il y a d'autres formes d'anthropologie possible de la nature. Donc on a envie de voyager dans l'espace, on a envie de voyager dans le temps, savoir est-ce que ça a toujours été ça, est-ce que la rupture se fait effectivement au XVIIe siècle, ou est-ce qu'on a déjà quelque chose comme ça qui se détermine dans la pensée antique. Comment ça s'est passé au niveau culturel. Et il me semble absolument nécessaire d'être capable, si vous voulez, de prendre cette démarche anthropologique, culturelle, pour savoir, au fond, de quoi nous sommes pétris
en termes de présupposés et de façon d'envisager le monde naturel qui s'offre à nous. Sans ce retour historique, on a l'impression qu'on se lève un beau matin devant la crise écologique et on comprend mal d'où elle peut venir. Alors ça, c'est un axe de recherche qui est absolument foisonnant et qui nécessite eh bien, d'être capable de sortir de sa propre discipline pour l'éclairer à partir d'autres disciplines, à savoir de ne pas seulement faire de l'écologie scientifique, mais de faire de l'histoire de l'écologie, de l'histoire des sciences, de l'histoire de la pensée. Premier axe, le pilotage, qui est cette image donc du navire de guerre, un petit peu sur les étangs là, de Moggio, où on pense tout maîtriser avec un moteur de hors-bord. Laisse place à un deuxième moment, qui est un deuxième axe de recherche qui a lieu donc dans la réflexion sur la crise écologique, qui est comment comprendre ce naufrage. C'est-à-dire que est-ce qu'on navigue en eau claire avec ce pilotage de la biodiversité? En réalité, le tableau se trouble assez rapidement. Alors, il y a plusieurs façons d'envisager donc, ce qu'on appelle la crise de la biodiversité. Il y en a une qui est assez fascinante, qui est celle des grands chiffres. Alors moi, je suis un petit peu sur la réserve, je vous expliquerai pourquoi. Mais on peut en lister un certain nombre. Il y en a qui sont... moi, j'en ai retenu, j'ai ma liste de chiffres qui font froid dans le dos. Le dernier que j'ai découvert récemment, là, après une publication d'une revue de médecine, une des plus grandes revues de médecine, The Lancet, qui publie en 2017 le fait que la plus grande cause de mortalité, mais de loin, devant tous les virus, les guerres, etc., les accidents de la route, etc., de l'humain, avec un facteur 10 devant toutes les autres, c'est la pollution. C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans une ère où la pollution est le facteur numéro 1 de décès par an à l'échelle de la Terre. Nous avons maîtrisé plus de 50% de la surface terrestre, c'est-à-dire converti en zone définitivement artificialisée. Donc la Terre est partagée en deux, mais on a 50% de domination et de conversion complète à des fins anthropiques de la surface terrestre. Il y a plus, à partir de 2012, d'azote qui est utilisé par les écosystèmes d'origine artificielle, issus de la pétrochimie, que d'azote naturel, recyclé naturel. 60% des téléphones portables qui ont été vendus cette année sont jetés cette année. C'est-à-dire que la plupart des téléphones, 60% des téléphones qu'on achète cette année, sont jetés la même année de leur achat. Une denrée sur 4 produite est jetée avant d'avoir été utilisée. Donc, c'est pour vous donner l'ampleur du gaspillage à l'échelle planétaire. En 50 ans, plus de 50% des forêts tropicales ont été détruites définitivement. Alors, il y en a qui sont plus ou moins rigolos, mais on pourrait continuer comme ça la liste. Il y a par exemple le fait qu'avant-hier, le salon de l'automobile s'ouvre en même temps que la reprise à la hausse des rejets de dioxyde de carbone à l'échelle française, et des espèces de contradictions énormes, comme le fait qu'en arrêtant le diesel, on croit faire bien parce qu'on diminue la pollution, mais on contribue à relarguer plus de CO2 parce que les moteurs à essence sont plus polluants en termes de CO2. On rentre dans des systèmes où on est complètement empêtré dans une forme de problématiques généralisées sur lesquelles on est juste terrifié. Parce que c'est pour ça que je rejoins sur le que faire, rien. Juste constater qu'on ne peut rien faire devant quelque chose qui a une telle ampleur. Mais l'illusion consiste à penser justement que le problème se situe en imaginant une Terre comme ça, globalisée. Vous voyez qu'en faisant ça, on fait des hypothèses extrêmement fortes, comme si on vivait tous sur la même Terre. Non, il y a des gens qui consomment beaucoup plus que d'autres. C'est réparti de façon extrêmement hétérogène, ces différences de consommation. Ces problèmes ne sont pas vécus de la même façon par les mêmes personnes. Donc on a des territoires, on n'a pas une Terre globale, comme ça, vue du ciel, sur laquelle on pourrait agir. Donc il faut repolitiser ce que ces chiffres ont tendance à dépolitiser, même s'ils ont quelque chose de fascinant. Alors, une autre façon d'envisager la crise de la biodiversité, à part cette liste de chiffres complètement terrifiants, c'est de comprendre un peu qu'est-ce qui nous arrive. Et moi, j'ai tendance à voir, donc, avec des recherches dans mon laboratoire, une certaine forme de revanche du réel sur cette
cette première image donc, du pilotage de la biodiversité, qui est de voir les formes de vie et de nature comme en débordement par rapport à notre volonté de maîtrise et de domination. Tout se passe comme si la nature déborde. Donc ça, c'est une façon de résumer un peu ce que je veux dire par là, dans la mesure où nous avons énormément de manifestations que, au fond, le naturalisme rationnel eh bien, se prête pas si bien que ça à la description de ce qu'on observe. Vous avez dans le grand, comme dans le petit, des phénomènes extrêmement clairs de débordement de la nature. La nature déborde par les incendies, par par les inondations, par les espèces qui retournent à des endroits où on ne les attendait plus, par des maladies qui sautent entre les groupes. Donc vous avez les anthropozoonoses, qui sont ces maladies qui sautent des mammifères non humains aux mammifères humains. Vous avez des phénomènes nouveaux comme le prion, qui sont des espèces d'agents qui ont été baptisés des agents non conventionnels pathogènes, parce qu'on ne comprenait pas la possibilité qu'une protéine, le prion est une protéine, puisse se répliquer sans un support d'ADN. Et donc vous avez plein de manifestations qui nous montrent que finalement on n'est pas tant maître et possesseur de la nature que ça. Bon. La crise de la biodiversité est une façon de montrer certes une très grande vulnérabilité, mais aussi une multiplication d'une irruption d'une nature en excès qui finalement transgresse les bornes de sa maîtrise et de sa domination. Dans l'infiniment petit, dans le petit, pas si infiniment que ça, on a des zones complètement inconnues de biodiversité qui s'offrent à nous, comme par exemple le fait que la flore bactérienne que nous avons sur notre nombril, ça, je trouve ça le comble un petit peu de l'ironie, eh bien, est largement inconnue. Donc vous avez des territoires entiers de biodiversité qu'on ne connaît pas du tout. Alors, il y a un exemple que j'aime bien, même si il est un petit peu étrange, c'est de voir qu'on a plus de familiarité lorsque vous allez vous coucher le soir avec les acariens de la personne avec qui on dort qu'avec cette même personne, parce que nous avons été colonisés dans notre lit tous les soirs par cette biodiversité acarienne qui nous investit notre corps. Et il y a beaucoup de chercheurs qui utilisent et qui étudient cette biodiversité complètement inconnue qui nous a colonisés complètement, à la fois dans notre tube digestif ou même dans notre nombril. Vous voyez que ce qu'on appelle la diversité biologique est quelque chose qui invite à énormément d'humilité, dans la mesure où, au moment où on pensait être maître et possesseur de l'univers, il y a comme une grande contradiction qui s'offre à nous, puisque justement on la maîtrise pas tant que ça, non seulement parce qu'on la connaît pas, parce qu'on l'a prédit très mal. En écologie scientifique, on a énormément de difficultés à prédire quoi que ce soit du reste, et parce qu'on a autant de manifestations que cette domination, cette maîtrise, bien sûr, elle est en partie achevée, mais elle montre des énormes contradictions et finalement une possibilité d'action relativement restreinte. Donc il y a comme une espèce de naufrage de cette embarcation qui se valait et se voulait toute puissante. Alors je reviendrai aussi sur le fait qu'il y a peut-être un principe de cette volonté de domination qui a été oublié, c'est que une forme de sensibilité aussi vis-à-vis de la nature a eu tendance à être simplifiée dans ce rapport de domination et de volonté un peu arrogante de tout expliquer, de tout maîtriser, et qui se manifeste de façon très claire dans une forme d'empathie et de sympathie, je reviendrai là-dessus dans le troisième temps, à la nature. On ressent une forme d'incompréhension ou de difficulté à comprendre cette volonté de domination dans de multiples exemples, mais il suffit par exemple de faire des expériences. Moi j'ai fait ça avec des étudiants, où vous laissez une plante non arrosée dans une salle et vous regardez comment se comportent les gens quand ils voient la plante. Ils vont mettre de l'eau. Bon, alors on peut dire que c'est parce qu'ils sont jardiniers, mais c'est qu'avec une plante mal arrosée, vous pouvez créer spontanément une forme de sympathie vis-à-vis de cette situation. Évidemment, il suffit d'aller au Petit Paradis à côté à Mogio avec ses enfants pour voir que tout d'un coup, il y a une fascination évidente et une forme de sympathie évidente pour cette étrangeté qui est un non-humain ou une spontanéité et même s'il s'agit d'animaux domestiques, on est pétri d'une forme de volonté
d'empathie vis-à-vis de la nature. Bon. Donc cette image du pilote du navire de guerre qui fait naufrage, il a quelque chose d'un peu ridicule aussi. Moi, l'image qui me vient pour mieux caractériser ce naufrage, et on manque beaucoup de ça, c'est l'humour. Il faudrait un Charlie Chaplin de la crise de la biodiversité qui nous montrerait un peu comme avec les temps modernes, qu'est-ce que ça comme ridicule parfois, cette volonté de maîtrise et d'assignation de la nature, là où on a au fond plus de diversité, de richesse, à la fois dans ce qu'on éprouve et aussi dans les expériences d'incertitude quand on essaye de l'expliquer. Donc c'est un deuxième axe de recherche, je veux dire, où on quantifie donc avec des métriques plus ou moins globales pour arriver à ces grandes formes absurdes, enfin absurdes, disons gigantesques à l'échelle mondiale, mais à des échelles de plus en plus restreintes, on arrive à quantifier un petit peu les marques et les traces de l'effet de l'homme sur la nature et de la réponse des écosystèmes et des espèces à cette activité anthropique de plus en plus accélérée, de plus en plus amplifiée, avec, je tiens à le souligner tout de suite, des très bonnes nouvelles. Il n'y a pas que des perdants, il y a aussi des choses qui ont été des énormes réussites. Alors, à l'échelle globale, par exemple, vous avez, parmi les grandes bonnes nouvelles, eu un vrai effort international politique réussi, bien documenté, qui a été la gestion de l'ozone, où à partir des années 90, on a eu effectivement, après ce pic d'ozone, une réduction directement liée à un changement de politique sectorielle, industrielle, avec un retour à des niveaux complètement tolérables avant le relargage massif de l'ozone. Il ne faut pas oublier que c'est possible à partir du moment où il y a une volonté, etc. On a des retours d'espèces qui avaient été exterminées, qui sont absolument réconfortantes. Souvent, il s'agit de protection, d'arrêt de surexploitation, de protection d'habitat, d'espèces, pour avoir très vite, en réalité, des dynamiques positives. Alors après, il y a des exemples plus provocants qui sont des retours spontanés, comme le loup qui est très documenté, mais derrière l'arrière-pays montpelliérain, vous avez le retour de la loutre, vous avez dans d'autres endroits le retour du castor, de la genette. À l'échelle européenne, on a en fait pas mal d'espèces qui reviennent spontanément dû à la fermeture des milieux, mais où on a une dynamique spontanée qu'il s'agit d'accueillir et qui manifeste ce que j'appelais le débordement de la nature, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement toujours nécessairement besoin d'intervenir. C'est-à-dire qu'il y a aussi la possibilité de se mettre à accueillir et à accompagner une forme de spontanéité. Donc le troisième axe concerne la reconstruction. Quel autre type d'embarcation il faudrait imaginer plutôt que ce Charlie Chaplin un peu ridicule aux manettes d'un vaisseau de guerre qui veut tout maîtriser et qui prend en fait l'eau avec une nature qui déborde et qui manifeste qu'on n'a pas les bonnes clés d'interprétation de cette biodiversité. Alors, il y a des formes toutes prêtes pour considérer la conversion éthique, politique à la crise de la biodiversité. Il y en a peut-être qu'on éprouve soi-même à l'échelle d'une journée, on peut sauter de l'un à l'autre. Par exemple, il y a quelque chose d'assez commun, c'est d'imaginer que sur le plan subjectif, on est optimiste ou on est pessimiste. Vous savez, cette position-là. Ça m'arrive d'avoir eu à dire « je suis optimiste ». En réalité, il y a quelque chose d'inauthentique dans cette possibilité d'envisager une posture comme ça, décidée une fois pour toutes, puisque quelle justification on aurait apporté à une posture définitive qui serait celle d'optimiste. Voilà. Au fond, on va s'en sortir. C'est un des credos, ce qui est souvent répété, qui est quand ça ira vraiment mal, on fera quelque chose. Bon. Donc c'est cette posture optimiste. Elle est aussi étrange que la posture pessimiste, de base, sans aucune autre justification, et consiste à dire « ah, de toute façon, c'est horrible, on va dans le mur ». Bon. Et alors, ça aide pas vraiment à penser. Ces postures subjectives, un peu définitives, ont quelque chose qui fonctionne pas vraiment. Je pense qu'on peut être enthousiaste et inquiet. C'est pas incompatible. Mais optimiste ou pessimiste, c'est bizarre. Technophile. La technique va nous permettre de résoudre tout ça. Au fond, effectivement, si on est assez sérieux en termes
c'est qu'on a mal appliqué le programme cartésien, mais il n'était pas si bête au départ. Ce qu'il faut, c'est juste améliorer sans cesse nos techniques. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on se rend compte qu'on crée autant de problèmes que de solutions et qu'on a une course à l'innovation technique et qu'en soi, la technique n'offre pas de solution. Ça dépend pour quel but et comment elle est utilisée et par qui. Donc la technophilie a quelque chose d'un peu étrange. La technophobie, pareil. C'est-à-dire, non, surtout pas. Une des façons de quantifier la crise de biodiversité a été permise par le développement technologique d'observation satellite, de quantification de plus en plus fine des relargages de certains polluants, et on a besoin absolument, quel outil fantastique qu'Internet. Cette technophobie, elle est aussi étrange que la technophilie de base. Donc ces postures toutes prêtes ont quelque chose d'insatisfaisant du point de vue du chercheur, et je pense de tout un chacun. Ne serait-ce que parce qu'on ressent parfois, même je pense à l'échelle d'une journée, on se réveille technophile, et puis on va se coucher technophobe, enfin on varie, hein, et puis on est parfois optimiste et pessimiste à l'échelle de la demi-heure. Bon. Donc moi je propose autre chose que de suivre cette position, ces postures, qui sont finalement réconfortantes, mais qui ne sont pas tenables sur le long terme. Alors, il y a une autre façon d'envisager la chose. Donc, j'insiste sur le fait, c'est ce que je disais en introduction, qu'il me semble qu'il faut laisser de côté la possibilité d'envisager une action globale. Ça, encore une fois, ça n'a pas trop de sens. L'engagement, il est possible, il est absolument nécessaire sous la forme d'engagement situé, d'association, d'identification de problèmes. Ça peut se faire à une échelle large. Par exemple, si je suis au ministère de l'écologie, que dans 1 heure j'ai rendez-vous avec la FNSEA, j'ai un combat à mener, et si je dois rencontrer après les associations, j'ai un autre combat. L'engagement, l'action, il peut se faire à des échelles larges. Si je dois rencontrer Donald Trump pour poser le problème du climat, là il y a quelque chose, mais c'est borné, c'est situé. Si je dois lutter contre l'érosion du trait de côte sur le littoral proche de Moggio, je sais de quoi je parle. Mais l'action pour la crise de la nature, je considère que ça n'a pas de sens. Plutôt que d'envisager l'action comme ça de façon abstraite, il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui existent déjà. Donc ça c'est un peu une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de grande révolution à amener. Il y a plutôt à faire multiplier les occasions comme ce soir, c'est-à-dire de perdre du temps de penser. Qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été déjà pensées et qui sont déjà disponibles, mais pas suffisamment travaillées. On trouve ça dans beaucoup de domaines, mais un des domaines donc, avec lequel je suis familier, qui est travaillé dans mon laboratoire, consiste à essayer de comprendre ce que nous invite à penser la démarche et la pensée écologique proprement dite. Donc je vous livre 3 points absolument essentiels qui ont été développés par les écologues historiquement, qui peuvent nous aider à essayer de mieux comprendre comment une autre embarcation, une espèce de reconstruction d'un rapport possible, est envisageable. Le premier point de l'écologie, au fond, ce que Ernst Haeckel définit à la fin du XIXe siècle, c'est de s'intéresser aux interactions. Justement pour lutter un petit peu, ou pour s'inscrire un petit peu en faux par rapport à cette vision agrégative, où on envisage la nature comme une somme de choses isolées, qu'on ne connaisse comme n'étant pas divisibles, la pensée écologique propose qu'on ne peut pas modifier quelque chose sans en modifier une autre. C'est la pensée du lien. Bon. Vous êtes dans un tissu de relations et d'interrelations. Alors, il y a quelque chose de difficile à envisager parce que c'est de la complexité. Bon, complexus, ça vient de lien. Mais c'est extrêmement stimulant sur le plan de la pensée. Ça veut dire qu'une espèce, ça n'a pas de sens sans penser l'espèce qui interagit avec cette espèce et l'habitat dans lequel habite cette espèce. Et donc, penser sur un individu, une espèce à un endroit donné, ça vous ouvre sur le monde dès que vous faites de l'écologie parce que vous allez de proche en proche rencontrer tout l'écosystème et traverser finalement tout un tissu d'interrelations complexes. Alors, on a l'impression que c'est très abstrait de dire ça, mais il y a des façons de formaliser les problèmes un peu plus concrètement, et c'est ce qu'on fait en écologie, c'est d'imaginer que l'espace et le temps de l'écologie n'est pas l'espace et le temps nécessairement de l'humain, à savoir... Alors, on est familier de certaines espèces qui se reproduisent un peu comme nous, c'est-à-dire une fois par an. Donc on se dit, c'est pareil, on peut les étudier tous les ans. Mais si vous changez d'espèce, vous allez voir qu'il y a certaines espèces où l'année, ça n'a aucun sens. Parce que le cycle de vie de l'espèce, c'est pas 1 an, c'est plusieurs
c'est quelques semaines, ou c'est plusieurs dizaines d'années. Donc le temps est flexible dès qu'on commence à faire de l'écologie. Il ne se mesure pas à travers une horloge, à travers la montre. Il y a un temps écologique, il y a un temps endogène au processus écologique. Ça prend un temps différent si vous vous intéressez à un écosystème tropical ou un écosystème de type zone humide, si vous vous intéressez à la biologie du flamant rose ou à la biologie de l'éléphant. Il y a quelque chose de différent et ça demande un effort d'ajustement de temporalité. Donc, et ça peut se faire et ça doit se faire et c'est tout à fait stimulant parce que ça demande une conversion dans la mesure où tout d'un coup une temporalité nouvelle s'offre à nous et n'est plus celle de la gestion agrégative du vivant. L'espace de l'écologie est différent de l'espace humain, de la gestion des territoires tel qu'on l'envisage nous en tant qu'espèce. Vous avez notamment cette chose absolument étonnante en écologie qu'on peut avoir une continuité spatiale et temporelle, mais sans nécessairement contiguïté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des phénomènes de dispersion. Donc si je préserve un endroit où il n'y a personne, ça peut être une zone absolument nécessaire pour plus tard. Donc on redistribue complètement l'espace et le temps à partir du moment où on invite les processus écologiques à pouvoir s'organiser dans l'espace et dans le temps avec leur propre spontanéité. Donc ça, c'est un projet scientifique, hein, on étudie ces phénomènes-là, mais au fond, qui n'a pas été complètement bien intégré par les laboratoires, alors que c'est ce que propose Haeckel dès le début du XIXe siècle, c'est d'imaginer que l'écologie se définit comme l'étude des conditions d'existence. Étudier les conditions d'existence, c'est bien plus ambitieux et bien plus intéressant, bien plus riche que de simplement se rendre maître et possesseur de la nature en voulant savoir pour pouvoir et dominer. Vous voyez, c'est quelque chose de plus subtil. Donc, il y a des relations. Deuxième point absolument fondamental de la pensée écologique, il y a des limites. Ça, c'est aussi un des préceptes qui a été absolument un des préceptes centraux de l'écologie scientifique, qui émerge des premières expériences menées dans des conditions précaires, c'est de voir que quand on étudie les espèces dans leur milieu, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes d'autorégulation et d'autolimitation. On ne peut envisager le vivant avec cette idée d'une poursuite indéfinie des processus. Il y a une limitation qu'il est intéressant d'accueillir comme intéressante en tant que telle, et comme nous enseignant qu'on ne peut pas faire absolument n'importe quoi sur n'importe quoi. Il y a une limite dans les écosystèmes, ne serait-ce que spatiale. Il y a une limite au phénomène de vie, c'est-à-dire qu'on ne ressuscite pas une espèce facilement. Enfin, on a essayé, mais on a toujours un peu de mal. Il y a des barrières biophysiques qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi avec le vivant. Là, justement, pour revenir au prion, ça a été généré par le fait qu'on a fait manger des carcasses de vaches à des vaches, en oubliant un petit peu qu'on avait affaire à des herbivores. Donc, on crée des espèces d'absurdités, en fait, sans prendre en compte cette limite et cette limitation qui est intrinsèque au vivant. L'étude des limites et des limitations est un programme. C'est-à-dire que de considérer qu'il y a un certain nombre d'activités humaines qui ne peuvent se perpétuer sans avoir des conséquences irréversibles est une invitation à, non pas, si vous voulez, la privation, il faut rentrer en sympathie avec cette idée de limite, mais simplement à une forme de réalisme, parce que ces limites sont données par les processus vivants eux-mêmes. Le troisième point, qui est plus en écologie, dite écologie politique, des problèmes qui se posent, c'est que non seulement il y a des relations, il y a des limites, mais il y a des conflits. Tout n'est pas possible, il y a des conflits. On a entretenu cette idée depuis les années 80, c'était un programme politico-scientifique auquel on croyait dur comme fer, qui a été très, très bien organisé, que, ma foi, on pouvait à la fois détruire et à la fois préserver ensemble. Cette idée, cette idéologie même du développement durable qui nous proposait une forme de consensus possible entre développement et protection. Bien, il se trouve que non, il y a des conflits, mais des vrais conflits qui sont intéressants en tant que conflits, c'est-à-dire qui nous enseignent des choses sur notre propre façon d'envisager la nature, qui nous ramènent à cet héritage que j'ai décrit comme étant un pilotage au départ. Ce qu'il y a de stupéfiant, c'est quand il n'y a plus de conflit, quand il y a un consensus mou qui s'installe comme étant
une promesse du tout est possible, c'est là où il faut commencer à flipper, à mon avis. Alors que le conflit est une occasion de générer de la pensée, du débat, de la réflexivité, etc. Et ce conflit, aujourd'hui, il a tendance à être mal vécu, mal perçu, impossible. Il faut rendre compatible A et non A. Il y a comme cette idée de poursuite toujours d'un commun d'accord, là où il y a évidemment incompatibilité. Et donc la pensée écologique, elle cherche à rentrer en sympathie et d'ouvrir la possibilité de travailler sur le conflit, pas l'affrontement, pas la régression, la privation et la culpabilité, mais la reconnaissance d'un certain nombre d'incompatibilités. Donc ça, c'est aussi des thèmes qui se mettent en place dans le laboratoire. Alors, on a tous nos projets de recherche un peu spécifiques, mais si vous voulez, dans la façon d'envisager la crise de la nature, c'est ces trois grands moments ou ces trois grands axes qui structurent un petit peu ce qui se passe ou ce qu'on essaye de développer dans une recherche en écologie scientifique, qui est ouverte vers les sciences humaines, vers la philosophie, mais pas seulement, vers la géographie, vers l'anthropologie, vers l'économie, parce que comme disent les économistes eux-mêmes, l'économie est une science bien trop importante et les économies bien trop fous pour être laissées aux économistes seuls. C'est-à-dire qu'il y a une économie écologique extrêmement vive et intéressante à développer avec les économies, alors peut-être plus hétérodoxe que la pensée mainstream dominante, mais il y a un travail interdisciplinaire qui se tisse et qui concerne donc à la fois cette embarcation qui vient de loin, qui est pilotée avec ce vieux moteur du maître et possesseur, qui fait le constat d'une espèce de naufrage et donc d'une désillusion qui peut se penser sur le mode du Charlie Chaplin, avec un peu d'humour aussi, de voir qu'on a créé des monstres qui nous font presque rire de temps en temps, parfois qui nous attristent. Et puis le troisième axe, c'est de réembarquer ou de changer d'embarcation et peut-être d'avoir des images plus modestes d'une barque qui se conduit à la rame et non pas avec un moteur offshore, et qui consiste à se mettre plus proche de l'eau, à comprendre ces phénomènes de la nature qui déborde, cette spontanéité, cette altérité, comme autre chose que quelque chose à dominer, à diviser pour juxtaposer. Et en ça, donc si je résume, l'écologie scientifique peut être une ouverture à des pensées un peu nouvelles, en investissant la question de la relation et du lien, avec un espace-temps nouveau, avec la question donc, de la limite et la possibilité d'envisager le conflit sereinement, et non pas comme un tabou. Voilà. Je vous remercie.